Le débat du jour tournera autour de deux thèmes. Comment est-ce que nous avons perdu, il faut le dire, l'habitude du lavage systématique des mains? Pourquoi on en est arrivé là? Comment relancer la chose? Eh bien, après, on va parler aussi de la COP16. COP16, le Bénin présente ses cibles. On va essayer de rester dans le temps. Vous avez vu, mes débatteurs sont déjà là. Monsieur Sagbo, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours heureux. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. Moi aussi, d'être venu ici et vous voir en forme, toujours engagé pour porter les sujets de préoccupation de l'État et du pays. Merci beaucoup. Voilà. Juste en face de vous, mon second, voilà, il y a deux Alain sur le plateau. Alain Tassono, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre appel. Bon. Mon alter ego, Apollinaire William Choki. Alain, oui, on est là. Bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, le lavage systématique des mains pose problème aujourd'hui. Alors, je crois que cette question, on doit la poser à nous tous, Béninois, même, enfin, je dirais aux habitants de cette terre. Pourquoi avons-nous laissé cette bonne habitude de laver nos mains? Moi, je sais que quand on était tous petits, au cours primaire, même à l'école maternelle, qu'on nous apprenait à laver nos mains avant d'aller en classe. Quand on sort des toilettes, on lave encore les mains avant d'aller en classe. En allant à la récréation, on lave les mains. En revenant, on lave les mains. Exactement. Et puis, à un moment donné, quand on a grandi, on a tous laissé. Et puis, bam, Covid est arrivé. Le Covid est venu nous réveiller. Exactement. On a demandé à ce qu'on puisse laver les mains de façon systématique. On a installé des dispositifs dans presque toutes les maisons, parce que même dans nos maisons, on l'a fait. Au niveau de toutes les structures étatiques, on l'a fait. Ici aussi, à l'OATB, je crois, on l'a fait. On l'a mis un peu partout. Mais Covid est passé, tout cela est abandonné. Pour quelles raisons? Je me pose aussi la question. Vous savez, le geste de laver les mains, c'est peut-être banal, mais c'est très important. Ça permet au moins d'éliminer tout ce qui est microbe. Vous savez, chaque jour que nous nous levons, vous imaginez le nombre de personnes que nous saluons. On ne sait pas d'où viennent ces personnes. Même nous-mêmes, même si on ne salue pas, tout ce que nous touchons, on ne sait pas. Les microbes qui sont dessus. Donc, en lavant nos mains, on essaie quand même d'éviter d'ingurgiter ces microbes déjà collés à nos mains. Et cela nous permet d'éviter des maladies. Mais après que Covid est passé, on a abandonné cette bonne pratique. Pourquoi on a abandonné? Ça veut dire là, on est en train de ramener peut-être les maladies. Même si Covid n'est pas là, les microbes circulent toujours. Et cela peut créer des dommages pour notre santé. Eh bien, mon cher ami Tossuno, est-ce que vous trouvez une raison qui justifierait l'abandon de cette bonne pratique? Oui, bien sûr. William n'a pas voulu répondre à la question, mais moi, je vais répondre. Parce qu'il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à la question. D'accord. Alors, Alain n'est pas sérieux. oui, parce qu'il n'a pas répondu à la question. Même tout le monde C'est a clair. dit que tu n'as pas répondu. Il a dit pourquoi on a abandonné. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas capitalisé. On n'a pas capitalisé, on n'a pas mis en place une stratégie pour maintenir et continuer cette bonne pratique-là. Et c'est bien dommage parce que c'était une opportunité, Covid, de pouvoir donc déjà adopter cette bonne pratique-là, parce que bien avant, il y a eu des programmes de sensibilisation sur le lavage des mains et tout, mais on s'est bien rendu compte qu'en matière de changement de comportement, lorsqu'on est face à la peur, face à la mort même, je vais dire, rapidement, on change de comportement. Et un peu avec la pandémie, on a vu combien de façon spontanée, même devant les maisons, il a parlé des écoles, même des lieux publics et tout, on a mis en place des dispositifs de lave-mains et on a vu comment systématiquement tout le monde se lavait les mains. Dans cette période de Covid, on n'a pas eu, la première année, on n'a pas eu choléra dans notre pays. Ouais. Or, chaque année, on a toujours cette épidémie de choléra. Ouais. Donc, ça veut dire que quelque part, cette pratique donc, de lavage des mains à l'eau et au savon, parce qu'il faut préciser, à l'eau et au savon, a fait qu'effectivement, il y a eu un recul de maladies diarrhéiques et tout ça. Parce que le simple lavage des mains peut réduire de 42 à 47% l'incidence diarrhéique. Donc, ça veut dire que si on n'a pas eu choléra et autres pendant cette phase-là, cette période de Covid, c'est grâce à ce geste qui est simple et qui ne coûte absolument rien. Mais quand
on a traversé cette période-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour maintenir ou renforcer cette pratique? On a tout abandonné. Les dispositifs de lave-mains au niveau des lieux publics ont été abandonnés. Or, dans beaucoup de pays qui ont connu des épidémies du genre, à l'image de Covid, comme le Japon et autres, et même le Nigeria avec Ebola, les gens ont transformé ces dispositifs de lave-mains en des lavabos plus durables. Parce que face à l'urgence, il fallait trouver des dispositifs. Mais quand on a fait comment on appelle, on a fait l'expérience, et comment il fallait continuer à avoir d'autres dispositifs plus durables. Parce qu'on a vu ce qu'on a installé. Oui. Ne pouvait pas résister. On a vu comment les dispositifs ne tenaient plus dans le temps. Mais il fallait absolument trouver d'autres alternatives plus durables. Ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on n'a pas fait. Parce que quand on dit de se laver les mains, il faut avoir de l'eau. Oui. Et il faut avoir du savon. Donc il faut des installations vraiment sanitaires. Et on voit comment, par exemple, dans les écoles privées, où on a des lavabos, avec des robinets à côté. Mais dans les écoles publiques, on n'a pas toujours ça. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, je pense qu'on n'a pas capitalisé, et c'est bien dommage, parce que si on avait capitalisé, on se serait donné les moyens de passer des dispositifs de lave-mains qu'on a eus, par exemple dans les écoles, les lieux publics, à des lavabos plus durables. Et là, on aurait installé davantage l'habitude. Installer davantage l'habitude. Parce que si vous demandez aux enfants dans les écoles de se laver les mains et autres, et il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas du savon. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a forcément un problème. Voilà. Alors, Monsieur Sagbo, dites-nous, au temps du Covid, on a vu quand même la révélation du génie béninois, pour ne pas dire africain, où des dispositifs ont été fabriqués par des soudeurs et tout ça. Et partout, il y avait des gels de désinfection de la main et tout. Et puis après le Covid, on a retrouvé ces ferrailles-là dans les tas de ferrailles chez les Gapogweble, comme on le dit communément. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le problème du projet. Si on dit projet dans notre pays, là, et qu'il y a argent pour faire projet, les gens mettent ça. On installe les projets. Ils n'ont pas cru au Covid. On a cru au projet généré par le Covid. Le Covid a généré des bénéfices énormes à des gens. Parce que pour installer les choses, c'est l'État, c'est la commune, c'est la préfecture, c'est l'école. Ce n'est pas un budget personnel, c'est le budget public. On va chercher les marchés, on gagne son argent, on dépose. Regardez même, moi j'ai vu dans des structures sérieuses où on abandonne, il n'y a même pas l'eau dedans. Là où on faisait même le test, là, il faut dire les choses. Je suis allé là-bas pour aller faire le test aussi. Parce que lorsque tu veux voyager, tu es obligé d'aller faire le test. J'ai vu que les dispositifs, c'est jeté. Il n'y a pas l'eau dedans. C'est déposé seulement. Donc les gens n'ont cru en rien. C'est ça. C'est-à-dire que l'approche projet spontanée, c'est-à-dire que c'est maladie qui est venue. Non. Si c'est ça seulement qu'on va regarder pour dire on va se laver les mains là, c'est faux. C'est la maison. Depuis la maison, depuis que l'enfant est né à la maison, il voit ses parents, on lui parle. L'école même a déjà fait beaucoup. Parce que tout le monde ne veut pas à l'école. Tout le monde ne veut pas à l'école. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui sont dans le village. Donc c'est à la maison qu'on devrait lui dire, avant de manger, tu dois te laver les mains. Moi, j'ai vu un intellectuel ici qui m'a dit que dans sa maison, dans sa famille, on ne se lave pas d'abord les mains avant de manger. C'est après avoir mangé qu'on se lave les mains. Est-ce une habitude culturelle? Et c'est un cadre qui a dit ça. Et ça m'a... J'étais dérouté lorsqu'il me l'a dit. Ça veut dire que les gens ont des habitudes culturelles, rituelles, socio-culturelles chez eux et qui leur disent de ne pas faire ça. Vous allez voir, même à l'école, les femmes qui donnent à manger à leurs enfants, est-ce que ces femmes-là exigent que les enfants se lavent d'abord les mains avant de manger? Non. Il y a aussi un autre aspect. Oui, Monsieur Sagbo, avant que vous n'abordiez cet aspect, de façon réaliste, le Covid est parti, enfin, serait parti. Les gens n'ont pas cru au Covid. D'accord, je vous comprends. Mais la période intense où on a vécu la maladie, l'épidémie est passée. Est-ce qu'il faut la pandémie, est-ce qu'il faut continuer par mettre la pression sur se laver les mains systématiquement? C'est pas une pression. Vous voyez, vous détachez les choses. Tout ça fait partie de l'hygiène et de l'assainissement. Le corps humain, c'est-à-dire, lorsque tu te lèves le matin, si tu ne te laves pas la bouche, tu n'es pas à l'aise. Si tu ne te laves pas, tu n'es pas à l'aise. Te laver les mains,
C'est un problème ça. Ça veut dire qu'on a, c'est-à-dire chaque fois là, on dissocie les choses comme si tout cet ensemble ne fait pas partie de l'homme. C'est l'hygiène de l'homme ça. Tu te lèves le matin, on dit à l'enfant, si quelqu'un te tape à la porte, tu ne dois pas répondre si tu n'es pas encore allé à la toilette intime. On dit ça à la femme à la maison. Moi j'ai entendu ça. Si tu tapes là et que personne ne te répond, tu attends d'abord. Les gens sont en train de faire leur toilette intime avant de venir te répondre. C'est ça. Ensuite, tu te lèves le matin, tu dois te brosser les dents. C'est la moindre des choses. Il faut intégrer tout ça là dans l'homme et dire que ça fait un. Ici, on dit on va se laver les mains. On a même dédié une journée pour se laver les mains. Ensuite, on va dire journée pour se brosser les dents. Ensuite, on va dire journée pour se laver. Non, il faut voir l'homme. Finalement, l'année va finir et puis On doit il y aura encore des journées de... On doit voir l'homme dans son approche totale. D'accord. Dimension holistique. Sur le plan hygiénique et de l'assainissement. C'est ça qu'on devrait lui dire. Et depuis la maison, nos parents ont cette responsabilité-là. Il n'y a pas d'âge. Il faut rappeler tout ça pour que, même pour aller se marier, avant de se marier, dans des familles sérieuses, la femme, on lui dit tout ça avant que la femme ne quitte sa maison pour aller ailleurs. Parce que lorsque tu poses des actes dans l'autre famille qui ne nous donnent pas honneur, c'est nous qu'on condamne. On dit, les parents n'ont pas fait leur travail sur toi, ne t'ont pas éduqué avant de te ramener chez nous. Et tu perpétues ces mauvaises pratiques-là. D'accord. Voilà, Il faut quand même rappeler que c'est pratiquement aussi dans le même contexte qu'on a eu la loi portant hygiène publique en 2022. Et cette loi responsabilise les communes. Et les établissements scolaires et universitaires, même les établissements de santé. Est-ce que vous savez qu'il y a encore dans des établissements de santé qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas encore du savon et autres. Donc c'est ça. Et cette loi, ça fait 2 ans qu'on a cette loi-là, et nous attendons toujours des tests d'application, un peu pour pousser les communes à véritablement doter. Vous avez les gares routières, vous avez les marchés, vous avez un certain nombre de lieux publics où on a besoin qu'il y ait des installations sanitaires, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait du savon pour que les gens puissent continuer à se laver les mains. Et aussi amener les établissements scolaires, surtout publics. Parce que dans le privé, il y a des efforts qui sont faits. Donc, mais dans le public, il faut absolument que les autorités en matière d'enseignement puissent, à travers un certain nombre de directives, de circulaires et autres, je dirais, contraindre les chefs d'établissement à véritablement doter les écoles. Parce que quand les enfants vont continuer à se laver les mains dans des plastiques où c'est tout le monde qui vient toujours dans la même eau, se laver les mains, on ne va pas s'en sortir. Je vous ai dit, si on veut réduire, si on veut permettre aux enfants d'étudier dans un environnement sécurisé, surtout pour les jeunes filles, qui, à l'école, avec leur menstrues, n'ont pas, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas du savon. Est-ce qu'on s'imagine dans quelles conditions ces jeunes filles-là vraiment gèrent de façon leur menstrues? Donc, je pense que c'est important. On ne peut pas attendre sur une question aussi importante. Ça fait 2 ans qu'on attend ces tests d'application. On ne les a pas encore. Et je pense que le moment est plus que jamais venu. La question de la célébration des journées mondiales et autres, c'est un rappel. C'est un appel à l'action. Les gens juste, il y a des messages pour dire, c'est une question cruciale, il faut absolument y aller. Mais finir la célébration, on passe à autre chose. Donc c'est là où on devrait se dire, mais si nous avons donc un geste simple comme ça, qui peut réduire de façon considérable. On dit que, par exemple, il y a 49%, dans 49% des écoles, dans les pays à revenus faibles, on ne se lave pas les mains. On n'a pas d'installation sanitaire. Comment voulez-vous qu'on puisse combattre efficacement le choléra, toutes les maladies liées à l'hygiène de l'eau? On ne peut pas. Donc, mais on a des efforts qui sont faits en matière d'accès à l'eau, mais il faut que ces efforts soient accompagnés avec tout ce qui va avec l'hygiène et l'assainissement de base. Et oui, William Apollinaire Choki, on aura fait le tour de ce sujet parce que le temps nous talonne. Mais il faut quand même dire qu'il y a des avancées qui ont été faites par rapport à cette politique d'installation des dispositifs. Je prends par exemple le cas de la télévision nationale. On a installé des lavabos où les gens peuvent laver régulièrement. Parce que vous avez d'argent ici dans les écoles. Non, mais je sais aussi qu'au niveau des écoles, dans les localités rurales, que le ministère de l'eau et des mines a installé des dispositifs pour que ces écoles aient de l'eau potable. Parce que
quand Vous allez à Zobodomé, monsieur le journaliste. Monsieur Sabo, Non, je donne un exemple. Monsieur Sabo, quand vous dites Zobodomé, Oui, vous un prenez exemple. un exemple comme ça à tout hasard. Je sais quand même que dans le nord du pays, j'ai été dans des écoles où on a pu installer des dispositifs pour que les gens aient de l'eau potable dans les écoles. Or, avant, il n'y avait Non, pas on dit- cela. dit- Mais vous savez, Justement, parce que savez, si on n'a pas de l'eau, on ne peut pas laver les mains, justement. William Donc, d'abord, Apollinaire Jockey. la politique de lavage des mains, c'est d'abord la disponibilité de l'eau. D'abord, si on n'a pas de l'eau, on ne peut pas laver les mains. Moi, je l'ai dit. Justement, Mais voilà. je dis, il faut accompagner ça avec d'autres. Mon souhait, c'est qu'on puisse couvrir tout le territoire. Si l'exemple de Zobodomé n'est pas encore fait, moi, j'aurais Que le souhaité que gouvernement l'État puisse, aussi voilà, puisse aller de l'autre ouvrir côté aussi les- pour le faire. Si je dis Zobodomé, ce n'est qu'un exemple. C'est-à-dire que la c'est-à-dire majorité de nos écoles n'ont pas les études dont vous parlez. Mais Et l'autre on peut donner chose- l'exemple. Mais Je ferme les yeux, je donne l'exemple seulement. Les écoles publiques, pour la plupart, n'ont pas le dispositif. Moi-même, je le reconnais. Oui. Les privés ont fait plus d'efforts que le public. On l'a déjà dit. Justement, donc, Bien sûr. on aurait souhaité aussi qu'au niveau du public, Oui. que cet effort aussi soit fait pour que les chefs d'établissement puissent installer les lavabos au lieu que ces dispositifs installés. Mais gâté William façon plus- Apollinaire Choki, je suis complètement d'accord avec vous, mais Alain Toussono venait d'évoquer en flash quelque chose tout à l'heure. Il a dit, non, c'est parce que vous ici, vous avez l'argent et vous avez ça. Non, William Apollinaire Choki, je voudrais juste rappeler que parfois, on n'est pas obligé d'attendre les responsables ou l'État. Non. Il est arrivé, par exemple, que nous, agents de l'ORTV, nous, on se dise, mais les gars, qu'est-ce qu'il faut faire? On se regarde 2, 3, 4 et puis on pose un geste. On cotise de l'argent pour mettre un dispositif en place, pour réparer quelque chose sans forcément attendre les autres. Et donc, Non, mais si la loi... beaucoup d'écoles ont fait. Vous connaissez le dispositif Tipi-Tac? C'est juste quelques bâtons qu'on trouve oui. avec une corde. Avec un Et ou bien bidon on de perce, 45 ou bien litres. on perce les bidons jaunes là. Et puis tout ça, les gens l'ont fait, mais c'est pas durable. Après, quand les gens s'approprient donc le geste, il faut les accompagner pour mettre en place des dispositifs plus durables. C'est ça. D'accord. Allez, j'espère que les patrons d'établissements publics, aussi bien publics que privés, les privés sont un tout petit peu dédouanés là, mais il y a aussi qu'il y a Mais là des aussi, efforts à il y a- faire. il y a des Oui, failles, absolument, ouais, parce ouais. que quand vous Tout n'est pas envoyez- rose. Tout n'est pas rose, quoi. Voilà. Et puis, dans le public également, il faut faire de gros efforts parce que vous rentrez dans des établissements publics aujourd'hui, c'est encore les latrines de 1960 qui sont là, non vidées, tout est comme ça. Et puis, bon, la santé de Là, nos... vous avez peut-être 5 cabines pour près de 2000 écoliers. écoliers. Et puis, on donne 3 aux enseignants et 3 Fermés à clé. Et les plus propres, les plus propres sont réservés aux enseignants. Aux enseignants. Alors qu'on devrait penser aux plus aux plus petits. petits. Voilà. Donc, il y a Parce qu'ils sont tout plus simplement- exposés. Voilà. Il y a- Surtout pour les filles. Il y a un gros travail à qui en a faire à faire. à ce niveau. Mais on a toujours parlé de ça. Oui, vraiment. Non, on va pas cesser d'en parler. voilà, on va continuer par en parler. Et certainement, c'est sûr que ce matin, quelqu'un qui nous regarde, un directeur va se dire, mais attention, mais c'est important, il va falloir jeter un coup d'œil de l'autre Il le côté sait pour très voir bien. à quoi cela Et si on fait le coup Et le au staff. savon, et après on va voir la suite, les dégâts de choléra, tout ça, pour voir ce qu'on dépense, même au risque même de la vie, Bah, absolument. on doit se dépêcher pour aller faire ça. Alors, M. Sagbo, justement, je reste avec vous. On parle de COP 16. Alors, le Bénin se positionne déjà et présente ses cibles nationales. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, je vous souviens que M. Sabo, il en raffole quand on parle de COP, biodiversité. C'est sa chose. C'est sa chose. voilà. Oui. Ça devrait être la chose. Et c'est justement pour ça que je lui pose la question. L'homme consomme la biodiversité. Ouais. L'homme est dans la biodiversité. Tout à fait. C'est parce que l'homme On est aussi l'utilise. l'élément de cette biodiversité. C'est parce que l'homme l'utilise mal, détruit la biodiversité, que ce problème est devenu préoccupant pour Monsieur vraiment Monsieur tout le Sabo, monde. on va reposer un peu les bases. C'est vrai que beaucoup de personnes savent de quoi on parle quand on parle de biodiversité, mais pour le Béninois lambda, pour quelqu'un qui entend le mot juste comme ça, c'est quoi la biodiversité? On va lui Et quelle est dire- son importance? Tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant, plantes, sur la terre, dans l'océan, les forêts, et les eaux, les lagunes, les rivières, tout ça, c'est-à-dire sur la terre, les vers de terre, tout ça, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, tout ça fait partie de la biodiversité. Lorsque tu te lèves le matin et tu vas chercher de la tisane de chez nous, et tu bois, tu dois savoir que c'est tes plantes qui ont donné cette tisane-là. Lorsque tu te lèves pour dire, je consomme la viande, le poisson, l'œuf d'une poule locale,
tu dois savoir que tout ça, c'est la biodiversité. Lorsque tu te lèves et tu manges du haricot, du riz, de la pâte, tout ça, tu dois savoir que c'est ça, les crevettes, les mollusques, etc., les tortues marines, les éléphants, tout ça là, ça fait partie de la biodiversité. Provient de la biodiversité. Absolument, puisque c'est du coton d'abord. Tout n'est pas coton. Tout n'est pas Bon, coton. voilà. Tous ceux qui portent du polyester. Oui. Tous ceux qui portent du polyester. Monsieur Sagbo fera toujours la différence. Mais comme ça, là, c'est du coton. Ok, donc il faut s'assurer que c'est du coton. Exactement. Alors, Monsieur Sagbo, Donc, c'est un peu ça. quelle est la politique, quelle sera la politique du Bénin au niveau de cette COP 16 là? Non, la politique du Bénin n'est pas autre chose. On leur a dit à tous les pays, les 194 pays, 193 pays, d'élaborer ce qu'on appelle stratégie nationale. L'Espagne B. C'est les stratégies. Voilà. Il faut avoir ce document-là. Lorsque vous avez ce document, vous êtes éligible à avoir accès au financement officiel. C'est ça. Mais il se fait que depuis 1993, que la convention là, a été ratifiée au niveau international, le Bénin aussi l'a ratifiée. Depuis là, on n'a pas un document qu'on peut vraiment suivre et voir l'évolution dans le temps. Quelle est la progression des résultats obtenus? On n'a pas ça. À quoi cela est-il dû? Bon, ça veut dire que le document n'a pas eu une planification. On est venu aux objectifs d'Aïchi 2010-2020. Ça n'a pas marché du tout parce qu'il n'y a pas eu des indicateurs chiffrés. C'est maintenant, il y a 2 ans, qu'ils sont partis à Montréal, qui on a dit, bon voilà, ils ont, à Montréal, ils ont vraiment élaboré notre document qui s'appelle Le nouveau cadre mondial. Cadre mondial pour la biodiversité, Koumi Montréal 2030. Et dedans, il faut retenir seulement qu'on doit préserver 30% au moins des écosystèmes terrestres et marins, tout ça là, d'ici à 2030. Ils sont partis là-bas, ils ont dit ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ils sont venus s'asseoir. Rien n'a bougé. Pendant 2 ans. Sur 194 pays, 29 pays ont pu élaborer leur document de stratégie. C'est quand même pas négligeable. Quand vous dites rien n'est fait, mais là, c'est pas juste. Il a dit, si on dit 194 pays, 29 pays, vous voyez? Nous, on l'a fait en tout cas. On n'a pas fait de document. Si, on l'a fait. On a fait des essais. Ne Oui, dis des pas fiches. ça. Mais attends. Il faut dire les choses. Mais, monsieur on a Sagbo. participé. Ouais. Et regardez. J'y étais aussi, monsieur Sagbo. Attendez. Mais on y va. Mais il faut parler. D'accord. Il faut parler Mais moi, je parle un peu. au président de la République. Moi, je ne parle pas au président de la République. Ils ne sont pas allés chercher. C'est quelqu'un qui ont fait. Allons-y. Ils sont allés chercher l'argent ailleurs. Un petit projet pour démarrer quelque chose. Et nous avons contribué à ce quelque chose-là. Ce n'est pas encore le document, ça. Si nous sommes un pays, nous avons une biodiversité, c'est notre patrimoine naturel, ça. Et nous allons chercher de l'argent pour écrire un document. Écrire un document de stratégie, on va chercher l'argent d'autrui. C'est quoi ça? Ça ne va pas. N'avons-nous pas les ressources pour ça? Moi, je me le demande parce que le pauvre gars dit qu'il n'a pas l'argent. C'est ça, il nous a toujours dit. Et on est allé chercher l'argent ailleurs pour démarrer quelque chose. Mais normalement, lorsqu'on vient depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un compte rendu acquis de droit au ministre qui va voir le président de la République pour dire voici ce que nous avons à faire d'ici à 2 ans. Et on aurait fait ce travail-là depuis. Mais ils font des choses plus intéressantes dans le pays. Donc, je ne sais pas, le document va coûter milliards. Je ne suis pas sûr. Je ne coupe pas, monsieur Sagbo. Oui, Je voudrais dire, c'est vrai qu'il a dit qu'on allait demander de l'argent aux partenaires. Si le point focal a dit on est revenu de Montréal il y a 2 ans et qu'on doit présenter nos cibles à cette COP qui a lieu actuellement à Cali, nos stratégies. Alors, est-ce qu'il faut s'asseoir, le plan d'action, est-ce qu'il faut s'asseoir, est-ce qu'il faut aller chercher les moyens pour le faire? C'est ce qu'il a fait en attendant que l'État n'apporte les moyens. Je suis d'accord avec vous, j'ai dit, Ouais. ça doit être un acte souverain. Normalement, l'État devait le On faire. fait des choses. Mais en attendant que l'État n'agisse. Monsieur Tassono, Et le document n'a pas été écrit. Oui, je suis d'accord. Le document n'existe pas. Il faut oui. le dire. Monsieur Sagbo. Le président sur le document là n'existe pas. Et sans ce document, on ne peut rien espérer comme financement. Monsieur Sagbo, j'ai une question pour Monsieur Tassono. Est-ce que je perçois dans les propos de Monsieur Sagbo une sorte de revendication de souveraineté du pays à pouvoir déployer ses propres moyens pour atteindre ses objectifs? Alors, Mais c'est normal. Non, je pense que c'est normal parce que le bilan, pour vous, oui. vous devez quand même les protéger. Voilà, c'est attendre des autres de l'argent pour les protéger. Voilà. C'est pas- Non, c'est je pas- pense que c'est tout à fait, de sa position, ça c'est tout à fait normal. Normal, ouais. Mais il faut dire que globalement, comme il l'a dit, le bilan, si on va être modeste, on va dire qu'il est mitigé.
Parce C'est dans la réalité que négative. sur 194, 196 pays membres, on n'a eu que 30 ou 31, globalement, entre 29 et 31 pays qui ont pu présenter leur stratégie à cette COP qui a démarré le dimanche. Donc ça veut dire que le bilan, il est maigre. Or, c'est la stratégie qui vous permettra, vraiment soumise là, de suivre la biodiversité, de faire un état des lieux et de dire, à partir de cet état des lieux, voilà les efforts que je vais faire pour arriver à atteindre l'objectif des 30% de protection des terres, 30% de protection des océans et autres. Or, si vous n'avez pas ce document, vous ne pouvez pas le faire. À côté de la stratégie, bon, plusieurs pays qui n'ont pas pu le faire ont présenté des fiches au niveau des fiches et qui, maintenant, ont dit, bon, il y a 23 cibles. Voilà les cibles que moi... Donc, et je pense qu'on est dans le rang de ces pays qui ont pu quand même dire sur les 23 cibles, voilà les cibles qui nous intéressent. Et par rapport à ces cibles-là, voilà les efforts que nous allons faire maintenant pour les années à venir. Ce que le doyen Sabo dit, c'est tout à fait justifié. Parce que pour une question aussi importante que la biodiversité, c'est qu'effectivement, on ne devrait pas attendre un partenaire pour nous accompagner à le faire. Donc, on doit se donner les moyens de notre politique. C'est vrai qu'on n'est pas un pays comme la Colombie. On n'est pas un pays comme la Colombie, tellement riche en biodiversité, comme le Brésil, comme l'Australie, comme l'Indonésie, comme la Chine, qui sont des pays qui sont vraiment, dont la biodiversité est très riche. Mais on peut absolument se dire, on fait de la biodiversité notre priorité, et on se donne les moyens. On n'en est pas encore là. Ça, c'est un souhait que nous faisons et que nous avons de voir comment notre pays peut véritablement faire de la question donc de la biodiversité et au-delà des questions environnementales, pas seulement des questions sectorielles, mais une question qui est au cœur même de l'agenda de développement de notre pays. Parce que vous parlez du tourisme. On a dit, on veut faire du tourisme. Mais on ne peut pas faire du tourisme sans protéger la biodiversité. Les gens viendront voir quoi ? Ils viendront voir quoi? Ils viendront voir les stratégies, enfin, les structures, j'allais dire justement. Oui, mais quand on vient, il y a quand même des places, il y a quand même des oui, mais il y a le cadre. Mais ils ont ces places-là ailleurs. Mais ce qui attire plus les touristes, c'est la biodiversité. Oui, la nature. Et en la matière, nous avons des tortues marines. Nous avons des baleines sur nos côtes. Nous avons des parcs qui sont là. Mais tout ça, il faut... On va faire le débat, mais vos vis-à-vis n'ont pas bougé le petit. Mais il faut tout faire pour les faire venir ici. Non, on verra bien. Ne vous en faites pas. Mais nous faisons des efforts. Ça, il faut reconnaître que des efforts sont en train d'être faits. Mais ces efforts ne sont pas la mesure, nous, de nos attentes. Et c'est tout à fait chacun de sa position. Je voudrais reconnaître, je suis d'accord avec ce que dit M. Alain Toussaint, M. Sabo, mais je voudrais reconnaître que notre pays a fait des efforts. Par exemple, pour cette COP, on fait partie des 3 pays en Afrique ayant pu présenter les cibles. C'est important. Même ceux-là qui nous ont financés, M. Sabo, même ceux-là qui nous ont financés n'ont pas pu présenter les cibles. Ça veut dire qu'on a fait quand même notre part. Je suis d'accord avec vous que l'État doit mettre la main à la poche pour nous aider vraiment à avoir ce document. Parce que sans ce document, on ne peut pas prétendre avoir de financement pour protéger davantage notre biodiversité. Il y a un pas à faire. Un pas non, absolument. à faire. Il y a Donc, des je suis d'accord efforts avec que vous, chaque pays doit mais nous faire. aussi, on a fait quand même cet effort. Je veux quand même qu'on puisse saluer cet effort qu'on a fourni. Non, vous êtes fonctionnaire de l'OETB. Nous, on n'est pas fonctionnaire d'ici. Nous, là, on reconnaît que vous pouvez avoir des réserves pour parler. Chez nous... Mais quelle réserve? Attendez. Non, attendez. J'ai dit qu'on a fait des efforts. Moi, je n'ai pas vu la fiche. La fiche du point focal, je ne l'ai pas vue. Okay. On a travaillé tout le temps, mais le résultat final, là, voici, nous allons à la COP avec ce document-là. Nous, là, on n'a pas vu ça. Si on nous par respect et par reconnaissance, parce qu'on n'a rien pris chez eux, on a travaillé bénévolement, on devrait, et nous sommes concernés. Mais vous avez travaillé pour le pays, M. Sabo. C'est pour le pays que vous ne travaillez pas pour le point focal. Vous connaissez combien je dépense pour arriver ici chaque matin et les risques que je prends pour venir ici? C'est déjà ça. Non, c'est pas seulement ça. C'est sur d'autres fronts. Mais je ne parle pas de votre venue. On est sur d'autres fronts, monsieur. Oui. C'est-à-dire, vous là, vous êtes dans votre rôle. Nous, j'ai dit par respect et par reconnaissance, je le dis sincèrement, ils devraient nous montrer, à nous tous, qui avons contribué à ce document-là. Voici le document que nous irons présenter vraiment. Et nous sommes convaincus pour dire, parce que nous-mêmes, on est dans des groupes. Je suis dans le groupe des communautés locales. Et tout le temps, je participe ici. C'est depuis avant.
Ils sont en train de travailler tous les jours, sans cesse. On te dit, donne ton avis, donne ton avis. Vous connaissez les décisions qui seront prises sont déjà connues. C'est des pages. Depuis. Et on lit, on sait, si tu es communauté locale, ce que tu vas apporter, ce que tu vas défendre, tu le sais. Depuis là, on fait ça. Mais dans mon pays, je ne sais pas ce que mon pays va présenter vraiment à la COP, alors que j'ai participé au document. Ce n'est pas responsable. Et je le dénonce, c'est tout. Donc je ne peux pas le défendre. D'accord. Je ne peux pas le défendre. Parce que je n'ai pas vu le document. Mais on ne le défend pas, M. Sako. Mais est-ce qu'au moins on peut reconnaître que je n'ai pas vu. Le Bénin, moi, je n'ai pas vu le document. C'est ce que je dis, je n'ai pas vu. Donc je ne peux pas le défendre. Monsieur Sako ne veut pas certifier quelque chose. C'est ça, je ne peux pas. Je n'ai pas vu ça. On est d'accord. Oui, monsieur Tossono. Je pense que ce qu'il y a, il y a un problème de communication et de mobilisation. Oui. Parce que ils sont allés à Montréal, ils sont revenus. Un point a-t-il été fait? Si, on en fait un point. Oui, à qui? Et comment? C'est pas ici. Non, ici. Je pense que... Même ici, on a fait un point, M. Sako. Oui, ce que je dis, c'est au-delà d'ici. Ok, d'accord. Ça veut dire, et moi je parle de façon... Ça engage de façon globale. Il ne faut pas se contenter du peu qui est fait. Quand on veut améliorer l'action, il ne faut pas se contenter du peu. Et il faut amener ceux qui nous gouvernent à faire toujours plus. Nous reconnaissons les efforts qui sont faits, on l'a dit et redit. Mais je pense qu'entre la COP de Montréal et cette COP-là, il y a un certain nombre d'actions qui devraient être menées. Donc, et je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est déjà de contribuer à leur dire, bon, écoutez, avant d'aller, il faut absolument qu'on s'approprie le document. Et quand vous allez revenir, il faut toujours faire la reddition. Il faut toujours faire la reddition des comptes. On va faire un dernier tour. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important. On va faire un dernier tour de table. Le temps commence par nous presser. La parole. J'aime bien l'ambiance des mardis. Je voudrais vous dire, M. Sako, je suis d'accord avec ce que vous dites. Le document qu'on doit présenter à cette COP, tous ici, on devait avoir copie pour avoir une idée claire de ce qui est présenté, parce que ça nous engage nous tous. Bien sûr. Et donc, il y a un problème quelque part. Je suis d'accord. Mais je veux aussi que vous puissiez comprendre ceci. Vous savez, pour mobiliser tout un monde, vous imaginez tous ces gens-là qui vont venir, des ONG du Nord, un peu partout. Donc, tu sais qu'on a un groupe. Je sais qu'on a un groupe. Mais est-ce que ça suffit? On balance le document numérique dans le groupe auquel nous appartenons tous. C'est fini. Mais en présentiel, c'est fini, non? Mais en présentiel, c'est plus intéressant mais de on peut débattre. On va te dire, il n'y a pas l'argent. On est d'accord qu'il n'y a pas l'argent. Exactement, il n'y a non, pas... je pense qu'il y a tous les moyens. En numérique, dans le groupe auquel nous appartenons. Et on sera bien aussi de parler avec nos partenaires pour dire, nous aussi là, on a un document quand même. Voici notre fiche. On peut le faire. Eh bien, c'est quand même un pas qui est franchi. Si déjà on a pu... Non, on est tous... On est tous d'accord. Peut-être que lui, il est dans le secret de Dieu, il a le document. C'est dans le document, il faut partager avec nous. Je parie qu'il n'a pas. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas J'ai le document, moi. J'ai le document. Ah, ben voilà. Vous partagez le document avec nous tous. Voilà, c'est ça. On en prend connaissance pour savoir quelle sera la position du Bénin en la matière. Eh bien, merci beaucoup. On va recevoir Maurice Tantan et c'est William Apollinaire Choki qui va céder. Moi, je tiens à vous remercier quand même. Oui. Je tiens à remercier vraiment l'ORTB, que ce soit la radio ou la télévision, parce que depuis hier, j'ai constaté que vous vous êtes mobilisés pour parler de cette COP-là. Ce n'est pas le cas dans tous les médias. Il faut vous en remercier, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est nous qui sommes honorés. C'est notre travail et nous le faisons avec passion, amour et abnégation. Alors, Maurice Tantan, mon cher Maurice, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nos amis internautes sont intervenus dans le débat du lavage des mains. Absolument, les amis internautes ont réagi sur la question du lavage des mains. On leur a demandé notamment est-ce qu'on a gardé les bonnes habitudes de la pandémie de Covid et sinon pourquoi. Ils ont expliqué, ils ont été très nombreux à réagir. Je vais vous donner une lecture rapidement des commentaires directement. Je commence avec Parfait Zinvo Edo qui nous écrit qu'avec l'assouplissement des mesures sanitaires et la fin de la pandémie, beaucoup de personnes ont relâché leur vigilance, la peur du virus s'étant atténuée. Pendant la pandémie, il y avait une forte pression sociale et des campagnes médiatiques constantes sur l'importance de l'hygiène des mains. Ces appels ont cessé ou diminué, ce qui a conduit les gens à adopter à nouveau des comportements moins rigoureux. La fatigue des mesures sanitaires a également joué un rôle après des mois de respect strict
des gestes barrières, beaucoup ont ressenti un certain épuisement et ont progressivement abandonné ces pratiques une fois les restrictions levées, nous explique Parfait Zinvuedo. Autre commentaire sur la question du jour, Gontran Nanté nous dit que l'habitude étant une seconde nature, si on avait déjà habitué à cela, on s'était déjà habitué à se laver les mains comme cela se doit et à prendre des dispositions pour cet exercice, je pense que la disparition de la COVID-19 ne doit pas baisser notre ardeur, seulement qu'on n'observe plus les dispositifs de lavage des mains dans les lieux de fréquentation comme au temps de Covid-19, nous écrit Contrant Nanté. Brice Adjana nous dit qu'avant de manger, nous devons nous laver les mains, d'accord, mais le lavage des mains relative à la COVID-19 est rentrée dans l'histoire déjà avec COVID-19 elle-même. Narcisse de Saron nous dit qu'il faut du temps pour que cela entre dans les habitudes. Si le contrôle qui se faisait au temps du Covid-19 continuait, on pourrait alors s'y habituer, relativise donc Narcisse de Saron. On va terminer avec deux derniers commentaires. Ismaïl Joannel nous dit, si nous devons être honnêtes, cette habitude est passée même avant la fin de la vague Covid-19. Il suffit de faire un tour dans les écoles, les lycées, les collèges et même universités pour constater que ce comportement est passé aux oubliettes. Ça fait mal, mais c'est la triste réalité. Beaucoup n'ont pas ce réflexe et il faut commencer le formatage à la base. Gafa Mohamed, pour terminer, nous a écrit « La COVID-19 n'a pas eu un changement radical sur nos habitudes de lavage des mains. Avant chaque repas, on avait déjà cette habitude de nous laver les mains. Ça a été un acquis bien avant même la pandémie. Aujourd'hui, personne ne pense à la COVID-19. Au Bénin, comme en Afrique d'ailleurs, la COVID-19 a provoqué plutôt un choc économique et non sanitaire, selon lui, et nous continuons par ressentir ce choc économique. Et conclut Gafa Mohamed. Alain, voilà en résumé ce que nos amis internautes ont exprimé sur la question du jour. Merci, mon cher Maurice Tantan. Eh bien, il faudra renouer avec cette bonne... Faut pas baisser la garde. Voilà, il ne faut pas baisser la garde, n'est-ce pas? Absolument, il ne faut pas baisser la garde parce que c'est essentiel. On n'a pas idée toujours de toutes les batteries que nous ramassons en ville, même dans nos maisons et tout. Et donc, c'est un réflexe qu'il faut adopter, qu'il faut maintenir, que de se laver les mains régulièrement. Eh oui, je suis sûr que quelqu'un prendra le challenge. Peut-être que dans les lieux de fréquentation, de grande fréquentation, on va reprendre, pas voir. Même dans les églises et les mosquées. Voilà. C'était une bonne pratique, mais on a tout laissé tomber. Eh oui. Eh bien, chers amis, merci beaucoup. Ce n'est pas que nous ramassons, c'est que nous distribuons. Nous sommes des agents propagateurs des virus et des microbes. Et ça, on aggrave la situation sanitaire dans notre pays. Ce n'est pas sérieux, ça. Il faut revenir aux bonnes vieilles habitudes, aux bonnes pratiques. Voilà. Merci beaucoup, chers amis. On va donc marquer donc le dernier acte de cette émission d'aujourd'hui pour accueillir sur ce plateau Marcel Akhossé,